quand on décide tout seul, on fait un peu au fil de l'eau, on prend pas forcément ce temps de se poser sur la stratégie. Le collectif oblige à ça. On est au service d'un projet commun, on n'est pas au service de nos organisations, de nos personnes. C'est-à-dire que souvent, il y a le monde de l'ESS, qu'on appelle l'économie sociale et solidaire d'un côté, et puis le monde économique traditionnel de l'autre, alors que moi, je milite beaucoup pour que ces deux mondes construisent des ponts entre eux, parce qu'on a énormément à s'apprendre. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Depuis le mois de mars, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr, et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Depuis le début de cette saison sur l'impact, tous mes invités parlent d'une même notion, le lien qui nous unit aux autres. Et nous comprenons bien que l'enjeu principal du monde de demain, c'est comment vivre ensemble en harmonie, alors que tout tend à nous diviser. Le monde professionnel a une grande part de responsabilité dans la création de cette harmonie. J'ai donc cherché une personne qui m'expliquerait comment elle crée et vit un écosystème économique rentable et vertueux avec des acteurs qui travaillent ensemble en harmonie. En un mot, le thème de cet épisode, la coopération. Pour creuser ce thème, je vous emmène à Vannes, en Bretagne, à la rencontre de Juliette Mucchielli. Juliette est la directrice générale de Venetis. Venetis est un des plus gros groupements d'employeurs de France. Cela signifie que 360 entreprises présentes sur un même territoire coopèrent pour embaucher ensemble plus de 150 personnes. C'est un truc de dingue. Pour chef, Juliette nous explique comment le groupement fonctionne d'un point de vue employeur et d'un point de vue collaborateur. Elle nous explique aussi quel modèle de coopération ils ont mis en place chez Venetis depuis plus de 25 ans. Et en fin d'épisode, Juliette m'explique comment elle vit son rôle de directrice générale de ce collectif hors du commun et comment cette aventure l'a fait cheminer dans sa posture de chef. Je suis certaine que vous allez redécouvrir ce que veut vraiment dire le mot coopérer et que le témoignage de Juliette vous donnera envie de créer des conditions de travail harmonieuses autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Juliette Mucchielli et je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Juliette. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci beaucoup de m'accueillir. Juliette, tu es la directrice générale de Venetis, qui est l'un des plus gros groupements d'employeurs de France, si ce n'est le plus gros. Venetis, ça regroupe 342 entreprises dans l'ouest de la France et vous employez 160 salariés à date et vous êtes en croissance depuis 25 ans. Absolument. Juliette, j'ai une question rituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Alors c'est une vaste question, je vais essayer d'y répondre avec ma sensibilité, mais pour moi avoir un impact c'est déjà penser qu'on fait partie d'un tout, qu'on est dans un écosystème et que donc chacune de nos actions, chacune de nos intentions va avoir un effet sur d'autres personnes, sur notre planète, etc. Et donc c'est déjà penser hors de simplement soi en tant que sujet, dans une logique d'ouverture et non pas d'égoïsme ou de repli sur soi. Après, positif, il peut être interprété de différentes manières, c'est très subjectif, c'est très personnel. Pour moi, avoir un impact positif, c'est essayer avec les compétences que j'ai acquises et que je peux mettre à disposition de pouvoir faire progresser, faire grandir les gens qui m'entourent, moi-même me nourrir de ces derniers et essayer que le monde soit un petit peu meilleur à ma manière, avec ma petite contribution. Donc voilà, c'est très subjectif, que ce soit dans mon travail, puisque moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est marché de l'emploi, développement économique, ou que ce soit dans des implications plus personnelles au sein d'associations, notamment culturelles, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Tout ça en pensant évidemment non seulement aux humains, aux autres qui nous entourent, mais également à notre environnement au sens planète, en essayant de la préserver au maximum. Dans l'impact positif, pour moi, il y a 2 dimensions. Il y a l'intention, c'est-à-dire pourquoi on le fait, dans quel objectif, avec quelle philosophie. Mais il y a aussi l'action, c'est-à-dire comment on le fait. Et ce que je trouve important, en tout cas, quand on parle d'impact positif, c'est d'avoir ces 2 dimensions-là, parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais parfois dans l'exécution, continuer à essayer de le faire avec un impact positif, et ça peut ne pas toujours être évident. Donc c'est bien d'être aligné entre cette dimension intention et la dimension action.
Alors pour continuer à parler d'impact positif avec toi, Juliette, j'ai choisi d'aborder ce sujet de l'impact sur un angle particulier qui est le mieux travailler ensemble et la coopération. Peut-être, est-ce que tu peux déjà me dire ce que ça veut dire pour toi, ce que ça évoque pour toi, le terme de coopération ? Oui, alors en préparant cet épisode, je te racontais un petit peu mon parcours professionnel et moi j'ai essentiellement travaillé dans des écosystèmes non-profit et donc où la coopération a toujours été au cœur du système global puisque dans ces organisations, qu'elles soient associatives, qu'elles soient coopératives, qu'elles soient mutuelles, eh bien forcément c'est un collectif qui pilote ces organisations et non pas une personne ou une personne et un conseil d'administration. Et donc la coopération c'est vraiment un chemin un peu différent. Souvent, je prends des antonymes pour essayer de qualifier ce que sont les mots, mais c'est vraiment le contraire de l'opposition. C'est comment on concourt ensemble à une œuvre commune, comment on contribue, comment on participe à une œuvre collective. C'est choisir, encore une fois, cette voie collective et non pas l'individualisme, comme je le disais aussi au démarrage. Et c'est un choix qui est parfois difficile et qu'il faut sans cesse entretenir parce que ça nécessite de beaucoup dialoguer, de savoir écouter, d'être très humble aussi dans sa posture pour accepter le regard de l'autre, de partager, bien sûr. Et il n'y a pas de coopération sans réciprocité, sans confiance. Or, ça met du temps à se construire, à se bâtir la confiance, sans altruisme, bien sûr, et sans un projet commun, surtout, qui fasse sens pour toutes les parties qui s'y engagent. Donc, c'est vraiment une œuvre de longue haleine. Ça ne peut pas se décréter, ça doit se construire et s'entretenir au quotidien. Et c'est ça qui est absolument génial, qui nous fait apprendre aussi tous les jours. C'est un peu tous pour un et un pour tous. Oui, mais en respectant aussi l'ADN de chacun. Que chacun vienne contribuer à quelque chose pour donner plus de valeur au projet collectif. Au tout début de ton idée, tu disais que tu avais essentiellement travaillé dans des organisations non-profit. Est-ce que ça veut dire que la coopération, elle est plus forte dans ces organisations-là que dans des organisations capitalistiques ? J'en suis pas certaine. J'ai trop peu d'expérience dans des organisations purement privées pour présupposer de ça. Par contre, c'est vrai que c'est en tout cas un mode de gouvernance qui a été travaillé depuis très longtemps dans ces organisations-là et qu'en ce sens, peut-être qu'elles ont aussi quelque chose à apprendre ou en tout cas à partager sur ces modes de gouvernance-là collective. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'organisations de type privé très traditionnelles qui s'engagent vers ces nouvelles formes de collaboration avec succès. Donc je pense que ces deux mondes-là ont beaucoup à s'échanger et parfois, malheureusement, ils sont un petit peu cloisonnés. C'est-à-dire que souvent, il y a le monde de l'ESS, qu'on appelle l'économie sociale et solidaire d'un côté, et puis le monde économique traditionnel de l'autre. Alors que moi, je milite beaucoup pour que ces deux mondes construisent des ponts entre eux parce qu'on a énormément à s'apprendre l'un de l'autre. Et qui dit non-profit ne dit pas de création de richesse. C'est-à-dire que nous, on est une association, en l'occurrence, loi de 1901, format groupement d'employeurs. Et évidemment, on a un modèle aujourd'hui qui est entièrement autofinancé, qui génère de la richesse, qui est, en revanche, c'est la façon dont elle est distribuée qui change, qui est entièrement réinvestie au service du projet et de ses parties prenantes. Mais ça ne veut pas dire... le modèle non-profit ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création de valeur, y compris financière, au sein de ces organisations. Oui, c'est important de le mentionner. Donc Vénétis, tu le disais, est un groupement d'employeurs. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire groupement d'employeurs ? Un groupement d'employeurs, ce sont des dirigeants d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, leur taille, qui décident de se constituer en association, de devenir adhérents de cette structure associative qu'ils créent pour mutualiser des ressources. Pour prendre un exemple très concret, par exemple une PME qui est dans une logique de développement important, va avoir besoin à un moment donné de structurer sa fonction RH. Donc elle va avoir besoin d'un RRH ou d'un DRH, mais elle ne va d'une part pas avoir de quoi lui donner du travail 5 jours sur 5. Elle n'aura pas les moyens de se payer potentiellement cette compétence et surtout elle n'aura pas la capacité à attirer un profil de qualité alors même qu'elle n'aura pas forcément de quoi le nourrir. Et donc l'objectif c'est de pouvoir passer par son groupement et de bénéficier des compétences d'un RRH par exemple 2 jours par semaine. Et le groupement d'employeurs, son rôle c'est d'embaucher en CDI cette personne et de la mutualiser entre 2 organisations adhérentes, l'une qui va bénéficier de ses compétences 2 jours par semaine et l'autre 3 jours par semaine. Ainsi on crée pour les salariés un temps plein en CDI ou un temps choisi en CDI avec une richesse et une diversité de missions qui nous permet de les fidéliser dans le temps. Et alors en quoi la coopération, c'est une notion clé pour la pérennité de Vénétis ? Ouais. Tu disais tout à l'heure en introduction qu'on a 25 ans, 26 ans même cette année. Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de 1997.
En 1997, les dirigeants, à l'initiative de ce projet, et je vais les citer ici parce que sans eux, on ne serait pas là, donc Chantal Tabur, François Lay et Franck Delalande notamment. Et il faut se dire que c'est un peu des pionniers, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles formes de travail, des nouvelles attentes des salariés. Mais à l'époque, Vénétis, c'est un ovni complet. Les groupements d'employeurs, la forme juridique existait déjà dans l'agriculture depuis les années 80, mais il n'existait pas dans le système multisectoriel. Et donc, je continue à penser qu'il en a fallu sacrément de l'audace et puis de la solidarité pour se dire on construit ce système ensemble pour lutter contre la précarité des contrats courts, pour fidéliser et travailler à l'employabilité de nos collaborateurs et pour créer plus de valeur parce qu'on le fait ensemble. Parce que c'est pas uniquement mutualiser des compétences de salariés, c'est aussi partager au sein d'un réseau, se former, apprendre de ses pairs. Et donc, je voudrais rendre hommage à ces fondateurs parce qu'il y a 25 ans, c'était quand même quelque chose d'absolument nouveau et très très innovant. Et donc dès le démarrage, il a fallu beaucoup de coopération, il a fallu ensuite beaucoup de confiance renouvelée et des bénévoles aussi qui s'investissent dans ce projet. Aujourd'hui, notre président Jérôme Bazin, qui œuvre à la présidence depuis plusieurs années, a été aussi PDG d'une société et il dédie du temps avec tous les membres du conseil d'administration, ils sont 15 aujourd'hui, avec les adhérents, pour conduire cette aventure collective. Donc la coopération, quand on est dans une organisation qui a des entreprises de taille et de secteurs si différents, puisque faut bien s'imaginer que chez Vénétis, il y a aussi bien un artisan charpentier qui va avoir besoin d'une comptable un jour par semaine que de très grands groupes comme Michelin, Agro-Mousquetaires qui partagent aussi des salariés de Vénétis, mais également une myriade de TPME et de PMI qui constituent la richesse de nos écosystèmes territoriaux. Et a priori sur le papier, entre l'artisan charpentier qui a 4 personnes qui travaillent sur des chantiers et Agro-Mousquetaires, on n'a pas forcément le lien. Et pourtant, grâce à cette coopération, grâce au fait de travailler ensemble, parce qu'aussi ils sont intéressés par cet objet commun qu'ils ont créé, eh bien on crée ces passerelles et nos collaborateurs pollinisent aussi les structures parce que comme ils travaillent pour certains, ils vont travailler 2 jours dans une association ou dans une collectivité, les 3 autres jours dans une organisation privée, sur un métier qui certes est un métier par exemple de qualité, environnement, sécurité, parce que c'est aussi des métiers qu'on fait, mais ils vont pas l'exercer de la même manière, les équipes sont différentes, donc ils vont apporter aussi ce qui se passe dans un secteur à l'autre secteur, et donc ils sont un peu comme des abeilles qui vont enrichir les organisations de par leur expérience diverse. Ce qui est intéressant, c'est donc que tous vos adhérents, toutes ces entreprises décident de mutualiser une partie de leurs ressources au service d'eux-mêmes et du collectif. Ce que je trouve hyper fort dans le modèle de Vénétis, tu dis on a aussi bien un artisan, une PME et Agro-Mousquetaires. Je peux comprendre la logique de s'associer en collectif pour des petits. C'est quoi la logique de s'associer pour des plus gros ? Qu'est-ce qu'ils en tirent comme bénéfice ? C'est là qu'on voit aussi tous les bienfaits de la coopération. Les adhérents qui s'engagent dans Vénétis, quelle que soit leur taille, on a des piliers assez forts chez Vénétis et notamment un pilier de développement du territoire. Et donc ces entreprises plus importantes qui pourraient recruter en direct sans nous font le choix de Vénétis pour plusieurs raisons. D'une part parce que même dans des grandes entreprises, parfois on a besoin d'une expertise pointue pour compléter une équipe et que parfois on n'en a pas besoin à temps plein, donc ça peut répondre aussi à un vrai besoin au sein d'une équipe. Mais c'est aussi pour eux un engagement sur leur territoire. C'est-à-dire que c'est parce que on mutualise avec des entreprises de différents secteurs, de différentes tailles, que le modèle peut être soutenable et peut perdurer dans le temps. Donc ces entreprises, elles s'engagent aussi pour leur territoire, elles s'engagent pour lutter contre la précarité des contrats courts, elles s'engagent aussi dans une logique RSE, et d'ailleurs souvent, Vénétis figure dans les rapports RSE des grandes entreprises que nous accompagnons, parce qu'elles ont aussi ce rôle sur leur territoire de s'attacher à accompagner les dynamiques d'emploi et les dynamiques de développement économique tout simplement. Ok. Et du coup, c'est quoi le lien de coopération qui unit ces 342 entreprises aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sentent qu'elles coopèrent ? Alors ça, il faudrait leur demander directement. Alors on a des systèmes quand même pour des baromètres notamment pour essayer de percevoir. Et puis on est beaucoup sur le terrain avec les équipes de Vénétis, donc on perçoit aussi un certain nombre de signaux. Évidemment, comme dans toute forme associative, coopérative, etc., il y a ceux qui sont particulièrement investis, il y a ceux qui le sont un petit peu, puis il y en a certains qui ne sont beaucoup moins ou qui ne le sont pas du tout. Nous, on essaye vraiment dès le démarrage de bien expliquer cette notion d'association, de groupement d'employeurs et ce qu'elle implique pour les adhérents. On ne fait pas appel à Vénétis comme on pourrait faire appel à un autre intermédiaire de l'emploi, que ce soit un prestataire de recrutement ou un prestataire d'intérim. On a un lien déjà
très légal, entre guillemets, puisqu'il y a le principe de ce qu'on appelle la responsabilité solidaire. Quand on devient adhérent de Vénétis, on s'engage, on est responsable solidaire des dettes éventuelles du groupement. C'est pas rien pour une entreprise. Donc, forcément, on y met quelque chose de son entreprise au service du collectif. Donc déjà, de par ce lien juridique, contractuel, ils sont déjà particulièrement engagés dans l'association. Ensuite, évidemment, il y a des rituels dans les associations, donc il y a des assemblées générales, il y a des conseils d'administration avec des élus qui représentent les membres adhérents. Il y a un bureau, bien sûr, qui est aussi décisionnaire et qui est très en lien avec la direction et la structure. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres formes de coopération qui ont été créées au fil du temps pour justement que ce collectif puisse partager et s'enrichir mutuellement. Donc, il y a des formes de coopération qui peuvent être, par exemple, sur un projet, on va solliciter un certain nombre de nos parties prenantes pour contribuer à la création du projet. Donc, ça peut être sur tout un tas de sujets, un sujet d'amélioration continue, un projet, là, on est en train de faire un repositionnement de notre marque et un travail sur l'identité graphique. Donc, c'est aussi un jury composé de parties prenantes qui a contribué à ce projet. On a travaillé à notre feuille de route stratégique, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, ça nous a pris 2 ans de construire cette feuille de route stratégique, mais parce que on a voulu mettre autour de la table toutes les personnes qui nous semblaient importantes d'impliquer. Donc, ça représente 70-80 personnes qui ont été impliquées. Donc, il y a différentes manières de coopérer. Il y a aussi des adhérents qui vont coopérer plutôt sur des petits modules d'ateliers, de retour d'expérience, des formats plutôt co-développement. Il y a plein de façons de faire ensemble, en tout cas de s'apporter au sein de l'association qui ont été développées depuis des années. Enfin, vos adhérents adhèrent au groupement à la fois parce qu'ils ont besoin de ressources humaines, parce qu'ils ont envie d'avoir un impact sur le territoire, mais ils y trouvent, au-delà de ces 2 raisons-là, ils y trouvent autre chose, ils y trouvent une communauté. Absolument. Tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Oui, peut-être pour donner un exemple très concret et qui, je pense, a touché beaucoup d'entreprises. Pendant la période Covid, beaucoup de nos adhérents ont souffert parce que leurs activités étaient fortement impactées par cette crise. Et donc, moi, je suis arrivée après la période Covid, mais quand j'ai regardé ce qui s'était passé et que j'ai essayé de comprendre avec les équipes ce qui s'était joué pendant ce moment-là, parce que j'étais très surprise que nous ayons réussi à maintenir l'ensemble des emplois sur cette période-là, j'ai essayé de comprendre comment justement la coopération s'était mise en marche. Et donc, la responsabilité solidaire, c'est pas juste quelque chose sur le papier qu'on signe sur un contrat, c'est que les adhérents qui allaient moins bien ont dû se séparer des ressources à temps partagé qu'ils avaient de façon assez rapide. Et pour préserver les emplois, on a sollicité, enfin à l'époque, les équipes ont sollicité les adhérents qui, eux, allaient bien, parce qu'il y avait aussi des adhérents dans la période Covid qui continuaient à bien fonctionner et qui même, pour certains, avaient des pics d'activité. Donc, mais voilà, certains de nos adhérents rencontrent une difficulté. Momentanément, ils ne vont plus pouvoir continuer à bénéficier des compétences de un tel et un tel. Est-ce que vous pourriez de façon ponctuelle ou sur le plus long terme, augmenter le temps de travail ou l'accueillir chez vous pour lui confier une mission. Et en fait, toute la solidarité, la coopération des entreprises s'est mise en marche et les uns et les autres ont dit, bien sûr, moi, en ce moment, je suis en forte charge et en plus, j'ai des projets transverses à mettre en place. Je vais accueillir ce salarié pendant 6 mois chez moi, je vais lui confier un projet et puis, si ça va mieux chez l'adhérent qui est en face, et bien, au bout des 6 mois, il pourra retourner chez lui. Donc, c'est une coopération très pratico-pratique. Je veux dire, c'est pas forcément des choses très intellectuelles ou très complexes. Parfois, c'est juste du bon sens. Et le groupement d'employeurs, il est là pour accompagner les entreprises quand ça va bien, mais il est aussi là pour accompagner les entreprises quand ça va moins bien. Et c'est ça la puissance de ce collectif, c'est que comme on est multisectoriel, qu'on a des sociétés de toute taille, c'est peu probable que tout ensemble rencontre des difficultés. Et donc, en fait, ça permet au système de s'équilibrer et aux salariés de préserver, d'avoir leurs emplois préservés. Je suis aussi intéressée par savoir quelle expérience collaborateur des salariés de Vénétis, puisqu'ils sont salariés de Vénétis et ils travaillent pour un ou plusieurs adhérents, donc ils ne sont pas des clients, comme ça se pratique parfois dans le monde de l'intérim ou du conseil. Donc c'est encore un lien différent, j'imagine, quand ils arrivent aussi dans les équipes des entreprises dans lesquelles ils interviennent. Comment ça se passe pour eux, pour les collaborateurs salariés de Vénétis ? La grande différence par rapport à d'autres formes d'intervention de tiers en matière RH dans les entreprises, c'est que nous, on embauche qu'en CDI nos salariés et que donc en face, la réciprocité, c'est que nos adhérents ne nous sollicitent que pour des besoins en temps partiel durables. Donc ça veut dire qu'ils vont rester longtemps dans les entreprises. On a des salariés qui sont depuis 10 ans, 2 jours par semaine, dans la même entreprise. Donc forcément, ils font partie
intégrante de l'équipe de l'entreprise. Et d'ailleurs, les équipes de chez nos adhérents et nos adhérents les considèrent comme des salariés à part entière qui certes sont là à temps partiel chez eux, mais qui néanmoins font partie intégrante parce qu'ils sont là pour longtemps. Donc ça, c'est une vraie différence. Et donc nos salariés, leur sentiment d'appartenance, il est vraiment double. Quand on fait nos baromètres chaque année, à cette question, est-ce que vous sentez davantage appartenir à Venetis, à votre entreprise adhérente ou les deux mon capitaine, 75% répondent les deux mon capitaine et les 25 autres % répondent souvent aux entreprises adhérentes. Ce qui est intéressant, c'est nous, il faut qu'on travaille aussi notre capacité à créer ce lien avec Venetis, mais parce qu'au quotidien, ils sont chez les adhérents et c'est là qu'ils œuvrent. Après, pourquoi ils choisissent Venetis ? Alors, on a de la chance d'être assez attractif aujourd'hui aussi parce que je pense qu'on répond à un certain nombre d'attentes des salariés aujourd'hui. Donc, on a énormément de personnes qui postulent chez nous et qui recherchent à la fois la diversité qu'offre cette expérience de travail en temps partagé, puisque on a effectivement travaillé dans plusieurs univers, avec plusieurs équipes. Donc, c'est vraiment souvent des personnes qui n'aiment pas la routine, qui aiment constamment apprendre, qui sont très curieux, qui vont apprécier ce mode de travail. C'est aussi des personnes qui recherchent une certaine forme de liberté, mais tout en ayant la sécurité du contrat de travail, mais qui sont assez intrapreneurs dans l'âme. Souvent, on est sur des créations de postes en temps partagé, donc il faut construire quelque chose. Ce sont souvent des bâtisseurs. Et puis, ils vont avoir cette liberté de pouvoir choisir le temps de travail sur lequel ils travaillent. Et ils peuvent décider de commencer la première année. Ils décident, moi j'ai un projet perso, je veux travailler que 3 jours. Mais l'année d'après, ils peuvent dire, le projet perso, il a été réalisé, je veux repasser à 5, c'est tout à fait possible. Donc on peut le faire dans les deux sens. C'est la liberté aussi de choisir dans quelle entreprise on va travailler. Donc on construit le projet pro de chacun avec les candidats et avec les salariés. Donc c'est d'être acteur aussi de son projet professionnel. Et ça, beaucoup apprécient de pouvoir être acteur. Et puis bien sûr, c'est aussi d'avoir accès en tant que salarié aux moyens d'une entreprise importante, puisqu'on est 160. Donc il y a un CSE, il y a beaucoup de dispositifs de formation, parce qu'on est très attentif à l'employabilité de nos collaborateurs. Donc voilà, et puis il y a un dernier point, je pense, qui fait que l'expérience est bénéfique, c'est la proximité à leur lieu de domicile. On travaille beaucoup sur des maillages qui leur permettent d'articuler bien leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et donc, on essaye au maximum de trouver des entreprises qui sont très proches de leur domicile. Donc, c'est un petit peu ce qu'ils vont venir rechercher chez nous. Après, il y en a qui sont là pour très longtemps et d'autres qui sont là de passage. C'est aussi une formidable opportunité de booster son CV parce que je pense à un contrôleur de gestion qu'on a recruté quasiment quand il sortait de son alternance, donc à l'issue de ses études. Il a fait du contrôle de jet industriel dans une industrie. Son autre morceau de temps de travail, c'est du contrôle de jet social. Et son troisième morceau de travail, c'est du contrôle de jet financier dans une boîte qui était en très forte croissance avec de l'acquisition. Donc en fait, en l'espace de 3 ans, il a acquis une compétence qui lui a permis très rapidement de prétendre à un poste de responsable administratif et financier. Et ça, c'est aussi ce que peut offrir le temps partagé. Un booster un peu de carrière. Ouais, c'est intéressant. En parlant de booster de carrière, moi je viens du monde du conseil, donc on dit aussi souvent ça du conseil. Un des avantages du monde du conseil, c'est que les salaires sont assez élevés. Un des désavantages, c'est que le temps de travail est souvent aussi assez élevé. Je sais pas, en termes de ces métriques-là, temps de travail et salaire, vous vous situez comment ? Alors en fait, en tant qu'employeur, nous on a quand même constitué maintenant depuis des années un certain nombre de référentiels sur les rémunérations et on fait aussi régulièrement des études de rémunération sur le territoire pour se positionner bien sur le marché. Et aujourd'hui, on sait que c'est un marché qui est très favorable aux candidats et donc on a aussi un rôle de conseil vis-à-vis des dirigeants par rapport au positionnement de rémunération. Et vraiment, on est un employeur qui s'appuie beaucoup sur la demande du salarié, même si on l'a fait rentrer dans le cadre global de la moyenne des rémunérations. En revanche, sur la partie de temps de travail, pour le coup, chaque heure qui est exécutée chez un de nos adhérents est facturée, ce qui, du coup, limite considérablement d'éventuelles surcharges de travail, puisque chaque heure supplémentaire, chaque heure complémentaire est facturée à l'adhérent et rémunérée ensuite aux collaborateurs. Donc voilà, donc on est très très vigilant au respect du temps de travail. Après, comme dans tout système de coopération, il faut parfois faire des compromis, et donc c'est aussi penser nous, collectifs, avant le jeu. Et ça, c'est très clair, que ce soit avec nos candidats, avec nos salariés ou avec nos adhérents. Il y a forcément des moments dans le temps partagé où on doit faire des compromis. Et il faut que chacun fasse un petit pas pour aboutir à quelque chose qui soit gagnant-gagnant. T'as des exemples de compromis ? Oui, sur des compromis. Alors, ça peut paraître tout bête, mais les vacances en temps partagé. Poser ses congés quand on travaille dans 3 ou 4 sociétés différentes.
et que Vénétis, qui fait la paye quand même, parce que nous sommes l'employeur, doit être au courant un peu de ce qui se passe. Mais voilà, il faut parfois, il y a des périodes de fermeture dans certaines sociétés, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un salarié qui n'a qu'une demi-semaine de vacances et qui va travailler une autre demi-semaine. Donc il faut qu'ensemble, on trouve un moyen de résoudre cette problématique pour que le salarié puisse avoir des semaines pleines sans que ça ne grève l'activité des uns ou des autres si ce n'est pas le bon moment. Donc, et que nous, on soit bien au courant pour passer les bons éléments en paye. Donc ça nécessite de nos collaborateurs et des équipes et des adhérents qu'on ait une très bonne communication, qu'on sache se dire les choses, qu'on sache anticiper. Et donc ça, c'est un exercice du quotidien, parce que comme on ne se voit pas physiquement, ça nécessite vraiment que chacun fasse sa part, informe, tienne au courant, fasse un petit bout du chemin. Est-ce que tu dirais que coopérer, c'est difficile ? Oui, c'est difficile. Alors, c'est difficile, on n'a pas été formés comme ça. En fait, dans notre système de formation en France, on est plutôt dans une logique de pure compétition, ne serait-ce que quand on voit des concours qu'il faut passer, même quand on voit les travaux qui nous sont demandés tout au long de notre parcours scolaire, c'est souvent des travaux solitaires, il y a assez peu d'exercices de groupe, en tout cas à mon époque c'était peu le cas, et de ce que je vois aujourd'hui, même dans des gens qui m'entourent, ça l'est toujours assez peu. Et en ce sens, forcément, on a été formaté d'une certaine manière. Et donc, ça veut dire aussi déconstruire ça pour apprendre à travailler ensemble. Et c'est pas toujours une évidence. J'ai eu la chance de partir dans un voyage d'exploration à Stockholm, où il y a un management par la culture du consensus. Et on a visité beaucoup de PME, de PMI et des dirigeants qui témoignaient de ce système-là, et notamment une dirigeante qui était française et qui habitait en Suède et qui est mariée à un Suédois depuis fort longtemps, donc elle avait un peu cette biculture, et donc elle arrivait bien à voir les parallèles, et qui nous dit mais en fait la culture du consensus elle est aussi très évidente ici et facile parce que depuis le plus jeune âge dans le système éducatif ils apprennent à travailler ensemble. Et donc forcément, ils ont déjà une tournure d'esprit, une façon de penser qui est très collective. C'est aussi accepter que les décisions qui sont prises ne soient pas forcément totalement raccord avec la façon dont on aurait procédé seul. Alors pour ça, il y a des petits systèmes pour pas enrayer la machine non plus, parce que le risque, c'est aussi de ne jamais décider. Donc ça serait l'extrême, mais il faut quand même que la machine, elle avance. Donc par exemple, pour donner un exemple là sur les travaux stratégiques qu'on fait, on a un système qui nous a été apporté par une personne externe qui nous a accompagnés, de feu vert, feu rouge, feu orange. Feu vert, je suis parfaitement en face, ça me va très très bien, etc. Feu orange, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais je peux vivre avec, et en tout cas, je ne m'y oppose pas. Feu rouge, c'est une opposition d'un des membres, d'une des parties prenantes très forte. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille sur ce feu rouge jusqu'à en faire un feu orange à minima. Mais voilà, quand il y a des feux oranges, c'est pas exactement la manière dont on l'aurait fait. Donc, c'est aussi accepter ça. Ça me fait penser à ce que tu expliques au collectif So Wow que j'ai créé avec 4 autres podcasteuses. On est 5, donc on n'est pas 360. Mais déjà à 5, pour se mettre d'accord sur des choses, on va dire un peu simples, mais quand même fondatrices, comme le nom, notre logo, nos modes de fonctionnement, etc., notre offre de service. En fait, on a dû passer par aussi ces étapes de feu vert, feu orange, feu rouge. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on creusait les raisons d'un feu orange et surtout d'un feu rouge, mais même d'un feu orange, en fait, ça nous faisait aller encore un cran plus loin. Et ça nous faisait vraiment... c'était plus exigeant, comme tu disais. Ça peut prendre plus de temps. Je pense qu'on y reviendra sur le sujet du temps. Mais ça nous fait aller encore plus loin. Et in fine, à la fin, on est beaucoup plus fiers et plus satisfaites en collectif de ce qu'on produit. Mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, l'autre chose que je trouve très très intéressante en fonctionnant comme ça, c'est que peut-être que ça prend plus de temps à la mise en place. Mais en revanche, quand il s'agit de passer à l'exécution, comme on a tellement discuté, échangé, écouté les uns les autres, et bien finalement, on va beaucoup plus vite dans l'exécution. Donc finalement, peut-être le temps qu'on a eu l'impression de perdre à préparer et à se mettre bien d'accord sur ce qu'on voulait faire ensemble, et bien finalement, il est récupéré dans la phase où on doit déployer le projet. Donc ça, je pense que c'est vraiment très bénéfique de prendre ce temps-là. Et puis autre chose, ça oblige ces organisations coopératives, enfin la coopération oblige à penser la stratégie, à mettre la stratégie tout en haut. Quand on décide tout seul, on fait un peu au fil de l'eau, on prend pas forcément ce temps de se poser sur la stratégie. Le collectif oblige à ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de penser sa stratégie, sa vision, pourquoi on le fait, avec qui on le fait, comment on va le faire, quelles sont nos valeurs, c'est-à-dire dans quel cadre on veut opérer, quels sont les principes d'action qui sous-tendent ces valeurs. Et en fait, tous ces phases stratégiques permettent ensuite à chacun d'être beaucoup plus autonome et responsabilisé aussi dans l'exécution qui suivra derrière. Donc je trouve que la coopération, elle a ça aussi de bien, c'est qu'en fait, elle oblige à systématiquement reposer le cadre stratégique avec la vision
court terme certes, mais surtout long terme et moyen terme qui sous-tend les actions. Juliette, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de toi et de ton rôle. Donc, tu es arrivée en 2021 à la tête du groupement, en tant que directrice générale. Comment est-ce que tu as construit ce rôle de chef d'une structure finalement, t'es pas, ce que tu viens de dire, t'es pas la seule maître ou maîtresse à bord. Chaque organisation est différente. Donc moi, j'avais évolué déjà dans des contextes associatifs, mais qui n'avaient pas exactement les mêmes contours. Donc, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à connaître chacun dans le collectif. Alors moi, les collectifs avec lesquels je travaille vraiment au quotidien en tant que directrice, c'est évidemment le collectif du conseil d'administration. Donc, c'est ces 15 dirigeants d'entreprise et RH qui président aux destinées du groupement d'employeurs. C'est bien sûr le collectif de l'équipe interne à la structure Vénétis, puisqu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à rendre tout ce système possible. Et c'est bien sûr le collectif des salariés dont nous sommes l'employeur. Forcément, chacun de ces collectifs et des personnes, des individus à l'intérieur de ces collectifs a des attentes différentes. Et il s'agit pour moi d'essayer de les aligner au maximum et d'être garante finalement du cadre commun qu'on s'est fixé, de la stratégie commune qu'on s'est fixée. Donc, c'est un rôle qui est en construction et en réinterrogation permanente parce que c'est aussi des collectifs qui évoluent, qui changent, qui se renouvellent, etc. Donc, ça nécessite beaucoup d'écoute, beaucoup de moyens d'identifier les signaux faibles pour pouvoir se réajuster en permanence. Et je pense que ce qui est garant de la réussite d'un projet comme celui-ci, ou en tout cas d'un rôle de directeur général dans une association ou dans un système coopératif, c'est vraiment d'être en capacité de bien identifier le rôle et la place de chacun. Évidemment, la direction générale dans une association comme la nôtre, elle a une délégation de pouvoir très étendue pour pouvoir être rapide, prendre des décisions, etc. Mais néanmoins, il y a un cadre et il y a des prérogatives régaliennes qui appartiennent au conseil d'administration, qui appartiennent peut-être à l'équipe, qui appartiennent aux salariés. Et donc, c'est de bien être clair. Alors, souvent, moi, je fais une petite matrice que tu connais peut-être, qui s'appelle le RACI, qui est une matrice qui permet d'identifier vraiment qui est responsable de l'exécution d'un sujet, qui en a la responsabilité, la validation, et doit donner son accord, qui doit être informé, qui doit être consulté parce qu'il peut apporter à cette dynamique. Et en fait, quand ce RACI est très clair, les rôles de chacun sont très faciles ensuite à mettre en œuvre. Quand ce n'est pas bien défini ou peu défini, ça peut créer des difficultés majeures dans la gouvernance d'une association comme la nôtre. Donc voilà, moi j'ai essayé de structurer toute cette partie-là. Évidemment, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui est super impliqué et qui donc m'accompagne aussi beaucoup, et on est très complémentaires aussi dans les compétences. Moi, la solitude du dirigeant ou de la dirigeante, je l'ai presque pas, je suis chanceuse. Mais voilà, si j'ai un sujet financier, un sujet RH, j'ai 340 personnes que je peux appeler pour leur demander comment ils font chez eux. Et je suis capable d'identifier qui va pouvoir m'apporter un éclairage, va pouvoir me challenger sur une idée, etc. Donc, c'est une richesse incroyable, mais dans le respect des rôles de chacun. Est-ce que tu te sens, je sais pas, tu es l'égal des 360 chefs d'entreprise qui sont adhérents de votre groupement ? Moi, je suis à leur service. Je suis à leur service. Ma fonction, mon quotidien ressemble beaucoup au quotidien d'un dirigeant de PME dans la façon dont je déroule mes journées, dans les tâches et décisions que j'ai à prendre. En revanche, au sein de l'association, je suis bien à leur service. C'est eux mes employeurs. Donc ça change quand même la donne par rapport à un dirigeant qui se lance à son compte. Donc moi, je suis plutôt un catalyseur, c'est-à-dire que je suis garante évidemment des valeurs, de la vision, etc., du respect de ce cadre. Je suis un catalyseur de tous ces collectifs pour qu'ils fonctionnent bien ensemble. Et puis, je dois embarquer l'ensemble de ces personnes-là vers ce projet commun qu'on a façonné ensemble. Mais je suis aussi, de passage, j'hérite d'une part de quelque chose qui a été construit et qui a été construit pierre à pierre après pierre avec aussi beaucoup d'attention par beaucoup de personnes. Donc, je suis consciente aussi que c'est précieux et qu'il faut vraiment en prendre bien soin. C'est une horlogerie très fine, un collectif comme le nôtre. Et puis, d'essayer dans le temps que je serai dans cette association, de la rendre encore plus utile pour tous les membres qui la constituent. Donc ça, c'est important. En aucun cas, ce sont les décisions financières, les décisions majeures, stratégiques. Je n'engage pas ma responsabilité personnelle, je n'engage pas mon argent, j'engage l'argent des adhérents, j'engage le fruit du travail de nos collaborateurs. Et donc à chaque fois qu'on doit prendre une décision, c'est bien ça qu'on se remet en tête. Et de la même manière, les
les adhérents qui sont au conseil d'administration, ils ne sont pas là pour représenter leur structure. Ils sont là pour Vénétis. Et donc parfois, en conseil d'administration, on est amené à prendre des décisions qui peut-être vont pénaliser un des administrateurs qui, parce que sa structure sera peut-être plus grosse, sera moins avantagée par la décision qui est prise. Mais ce qui prime, c'est l'intérêt de la majorité des membres de l'association. Et je crois que c'est parce qu'aujourd'hui, dans ce collectif, tout le monde a conscience de ça, que ça fonctionne. On est au service d'un projet commun, on n'est pas au service de nos organisations ou de nos personnes. Est-ce que cette aventure-là, Vénétis, a fait évoluer ta vision du leadership et du rôle de chef ? Oui. Alors, j'avais déjà cette pratique un peu empirique des gouvernances collectives. Peut-être qu'elle est plus structurée aujourd'hui. Ça m'a obligée forcément à ralentir un peu. On parlait de temps tout à l'heure et je te disais en off que je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui aime avancer assez vite, concrétiser rapidement ses idées et forcément le collectif prend du temps. Et donc c'est un vrai apprentissage pour moi et ça a changé aussi ma façon de voir les choses parce que là où peut-être avant je voyais ça comme une perte de temps, maintenant je vois vraiment l'apport que ça a de prendre ce temps et d'avancer pas à pas avec l'ensemble des parties prenantes de l'association. Donc ça c'est important. Évidemment ça fait appel à beaucoup de compétences différentes parce qu'il n'y a pas que du management direct. Il y a du management transverse, du management projet, du management de partenaires, du management de bénévoles. Et c'est pas du tout les mêmes façons de faire. Donc, c'est aussi réussir en fonction des personnes avec lesquelles on va travailler, à ajuster sa posture et pas avoir une unique posture qui est la seule et qui va peut-être, du coup, pas fonctionner avec certains membres du collectif. Donc, voilà, ça, ma pratique du leadership, elle a un petit peu changé en ce sens où je pense qu'aujourd'hui, cette adaptation à chaque personne, à chaque type de collectif. Je pense qu'elle s'est un petit peu développée. Et puis après, moi, j'ai jamais eu un mode de management, de leadership, si on appelle ça comme ça, très descendant. Donc, je pense que ça amplifie encore plus ce phénomène très horizontal que j'avais déjà dans mes appétences, dans ma façon de fonctionner. Après, ça convient pas à tout le monde, très clairement. Il y a des collaborateurs qui, au contraire, sont en attente d'un management beaucoup plus directif que n'est le mien, par exemple. Mais par contre, pour ceux qui aiment la responsabilisation, pour ceux qui aiment l'autonomie, pour ceux qui aiment pouvoir conduire des projets, se développer, apprendre, c'est une forme de leadership qui, sans doute, leur convient mieux. J'ai 2 dernières questions pour toi, Juliette. On a beaucoup parlé de tout l'avantage de la coopération, de ce que ça apporte aux adhérents, de ce que ça t'apporte, de ce que ça apporte aux salariés. Donc tout ça est très positif. Est-ce qu'il y a des limites ou des freins ? Oui, il y en a beaucoup, des limites aussi. La coopération, elle doit pas empêcher l'action. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut trouver un mode opératoire qui convienne au collectif et qui permette quand même de prendre des décisions, d'avancer, tout en respectant chacun, mais en même temps de continuer à faire des projets, quoi. Faut pas que ça sclérose. Donc ça peut être une limite de la coopération. Après, nous, on est des ardents défenseurs de la coopération, donc je vais pas t'en trouver beaucoup des limites, mais il y a aussi, en même temps, la coopération génère un système de valeurs et certains ne s'y retrouvent plus, donc ça veut dire aussi avoir le courage de prendre des décisions parfois difficiles quand un membre du collectif ne va plus être en ligne avec le format de coopération qu'on propose. Et parfois, ça peut générer des litiges qui sont pas forcément faciles à gérer. Voilà, après, y a des gens dans la coopération qui vont peut-être vouloir tirer la couverture à eux, donc il faut toujours les ramener au bon endroit. Mais en général, je trouve que c'est plutôt un système qui fait ses preuves. Il y a des moments où ça nous va et des moments où ça nous va moins bien. C'est Loïc Renard que j'avais interviewé dans le premier épisode de cette 3e saison sur la notion de communauté. Lui, il a vraiment créé une entreprise dont il est chef avec tous les pouvoirs d'un chef classique, et il a organisé son entreprise comme une communauté. Lui, il a la règle des 2 pieds. C'est dit, la règle de la communauté, c'est si un jour, à un moment donné, ça ne te convient plus, tu es libre de prendre tes 2 pieds et de partir. Je trouve que ça, c'est dans tous les systèmes, en fait, c'est hyper important d'avoir cette règle-là et d'avoir la capacité à le faire. Ma dernière question pour toi, Juliette, c'est qu'espères-tu pour le monde du travail de demain ? Qu'est-ce que j'espère ? Alors déjà, on a un monde quand même du travail qui bouge extrêmement vite, qui va à une vitesse folle. Donc il faut aussi, les attentes évoluent sans cesse, donc les organisations sont toujours obligées de se réadapter. Donc c'est une période qui est à la fois très réjouissante parce qu'elle offre un nombre d'opportunités colossales et qui en même temps nécessite vraiment de se réinterroger. Ça bouscule parfois nos modèles, nos représentations. Donc
Moi, ce que j'en attendrais à titre personnel, parce que je suis convaincue que le travail il n'est pas toujours, mais il peut être un formidable outil d'épanouissement, de connaissance de soi, de fierté, d'intégration, tout ce qu'on peut imaginer, mais il ne l'est pas toujours. Donc moi, j'espère qu'on aura un monde du travail qui sera toujours plus inclusif, parce que c'est aussi ça dont il est question, un monde de possibilités qui laisse à chacun l'opportunité de trouver sa place, d'en changer aussi s'il a envie d'en changer. Et puis, alors on fonctionne beaucoup sur ces modèles-là chez Vénétis, mais on espère en tant que structure qu'on aura un monde du travail qui préférera la coopération à l'opposition, puisque c'est aussi je suis du podcast, l'agilité aux habitudes ancrées, parce qu'on est aussi dans ce pragmatisme-là qui est nécessaire sur nos territoires, l'équilibre au rapport de force, parce qu'on est convaincu que c'est dans cet équilibre qu'on peut créer de la valeur, l'ouverture et l'inclusion au repli sur soi et au conformisme, le partage bien sûr à l'accaparement individuel, et puis un monde où chacun pourra trouver sa place, et en tout cas le modèle qu'on défend chez Vénétis. Merci beaucoup Juliette. Merci à toi Sophie. À très bientôt. À très vite. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Juliette ? De mon côté, je retiens quelques punchlines qui vont me servir de trame pour ce débrief. On a des piliers assez forts chez Vénétis et notamment un pilier de développement du territoire. Je suis de plus en plus sensible aux projets à impact local qui changent vraiment les choses pour une situation précise. Ici, Vénétis s'est ancré dans 2 départements, le Morbihan et la Loire-Atlantique, et Vénétis fait réellement bouger les lignes pour les acteurs de l'économie locale. Je trouve que parfois, on veut chercher à avoir un impact le plus large possible, adresser toute la France ou même plus, alors que si on se focalise déjà sur ce qu'on peut changer à notre échelle autour de chez nous, sur un territoire, notre impact est plus précis et plus profond. Il y a forcément des moments dans le temps partagé où on doit faire des compromis et il faut que chacun fasse un petit pas pour aboutir à quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Vous avez peut-être entendu parler du livre « On aura tout essayé » écrit par la politologue Chloé Morin. Elle explique clairement qu'un des problèmes du monde politique français est l'incapacité des acteurs à faire des compromis. Et ce qui se passe pour la réforme des retraites est un bon exemple. Mais l'absence de compromis n'est pas uniquement un problème dans le monde politique en France, il existe aussi dans la vie économique et sociale. Alors le fonctionnement de Vénétis est pour moi un modèle dont nous devons nous inspirer pour apprendre à faire des compromis, pour construire un monde de demain où il est possible de vivre et de travailler ensemble. J'engage le fruit du travail de nos collaborateurs. Et donc à chaque fois qu'on doit prendre une décision, c'est bien ça qu'on se remet en tête. Quand on est chef, il est facile de penser que nos équipes sont à nos services et au service des projets que nous portons. Alors que la richesse de notre entreprise, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est bien nos équipes. Les équipes sont finalement les premiers investisseurs de notre projet. Et Juliette nous invite ici à penser de cette manière-là. Comment en tant que chef, je peux être à la hauteur de ce que les équipes me donnent ? Comment je peux être à la hauteur de ce que les équipes donnent à mon entreprise ? Comment prendre soin du fruit de leur travail, pas tant pour conserver la rentabilité de l'entreprise, mais bien pour pérenniser les emplois, pour les rendre plus agréables, pour avoir un impact encore plus important. Car si les équipes de Vénétis s'engagent autant dans ce projet, c'est qu'il a du sens et que leur investissement est reconnu à leur juste valeur. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode riche. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous à Juliette et à moi sur LinkedIn. Nous répondrons à vos messages avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode de Chef. Et d'ici là, portez-vous bien.